Marseille. On m'a demandé de faire le topo sans accent marseillais. Donc, je vais faire cet effort-là. Et je vais peut-être essayer de le faire aussi en portugais à certains moments pour Donc, comme le rapport précédent, j'ai pas de lien d'intérêt avec l'industrie sur ce topo. Par contre, j'ai un lien effectivement récent avec le conseil scientifique. Et c'est vrai que c'est un lien qui est pas forcément anodin. Très rapidement, effectivement, il y a eu ce glissement de terme dont on vient de parler longuement. Et moi, j'avais noté effectivement exactement pareil que passer de syndrome à maladie, c'était vraiment un très très beau coup de com' des Américains. Parce qu'effectivement, la maladie, c'est quelque chose de complètement différent, et pour les patients et pour les médecins. Et on va reparler de ce terme peut-être dans les papiers que je vais vous montrer. Alors, pourquoi s'intéresser à l'immunologie? C'est un quiz, mais comme on n'a pas beaucoup de temps parce que De Corvin a bouffé mon temps de parole, je vais vous donner la réponse. Donc la première, c'était pourquoi pas. La deuxième, pour publier, c'est sûrement un mauvais motif, mais effectivement, dans certains papiers, on peut se demander effectivement pourquoi le papier est sorti sous cette forme-là. Il y a cette pression pour les scientifiques dont je fais partie de publier, pour les bonnes et les mauvaises raisons. Par bon sens clinique était la bonne réponse, et puis pour garder l'espoir, parce qu'effectivement, l'immunologie, en cancérologie, en athérosclérose, à peu près dans toutes les maladies du monde, c'est de l'espoir en termes de biomarqueurs, on en a parlé, et en termes de thérapie ciblée, puisqu'il y en a de plus en plus. On peut manipuler le système immunitaire avec des médicaments qui existent déjà. Il faut maintenant trouver des malades qui vont correspondre aux médicaments, et ça, c'est un paradigme qui est nouveau. Donc le bon sens clinique, pourquoi? Parce qu'effectivement, ça a été déjà dit juste avant. Vous voyez dans la liste de ces symptômes en rouge, des tas de symptômes qui font très pseudo-grippal, inflammation. Et donc quand on dit inflammation, on dit microbe et on dit système immunitaire. Donc c'était assez logique d'aller voir ce que c'est. Alors, on ne va pas faire l'immunologie pour les nuls en 5 minutes, et quand je dis pour les nuls, c'est pas péjoratif. C'était quelque chose de compliqué. Là, vous avez deux barbus qui ont façonné l'immunologie moderne avec ce qu'on appelle la théorie du soi et du non-soi. Le système immunitaire, représenté dans quasiment tous les bouquins, notamment pour les jeunes enfants, mais également aussi pour étudiants en médecine, comme une espèce d'armée qui va défendre le corps contre le non-soi. Le non-soi, c'est les microbes qui viennent de l'extérieur, le pathogène. Le soi, c'est les constituants du corps. Et le système immunitaire se doit de préserver le corps contre l'extérieur, sans abîmer lui-même l'intérieur du corps. S'il le fait, s'il s'active contre le corps, c'est l'auto-immunité, comme on voit dans le lupus, la sclérose en plaques. Et s'il ne défend pas le corps contre les infections, c'est l'immunodéficience, comme dans le sida, et qui expose à des surinfections réactives. Donc ce système immunitaire il est extrêmement complexe, et c'est pour ça aussi que les études que je vais vous montrer, elles sont souvent un petit peu difficiles parce qu'elles vont s'adresser à une parcelle du système immunitaire. Il y a deux grands systèmes immunitaires, le système immunitaire inné au centre et adaptatif. Inné, c'est quelque chose qui remonte, qu'on retrouve dans énormément d'espèces, y compris chez les plantes. C'est un système immunitaire qui est là, qui est prêt à attaquer. Dès qu'on se fait une plaie au niveau de la main, par exemple, on a des cellules sous la peau qui viennent bloquer les microbes. Et puis ensuite, dans un second temps, il y a la cavalerie qui arrive, qui est beaucoup plus spécifique, c'est l'immunité adaptative. Ce que vous avez déjà entendu parler, les lymphocytes B, les lymphocytes T, les anticorps qui nous protègent, notamment ceux qui sont générés par les vaccins. Alors comment on explore ce système immunitaire? C'est ça qui a beaucoup changé, c'est pour ça qu'il y a beaucoup aussi de nouveaux papiers dans cette littérature médicale, c'est les moyens d'exploration. On a à notre disposition un arsenal, exactement comme les imageurs ont montré tout à l'heure, donc de nouvelles imageries qui sont à disposition. À partir de quelques gouttes du sang, on peut séquencer le génome d'un patient, donc voir les gènes à l'intérieur des cellules immunitaires sanguines. On peut voir ça aussi dans les tissus, mais c'est plus facile dans le sang. On peut aussi voir quelles sont les protéines qui sont fabriquées, les doser. On peut aussi regarder par des techniques de cytométrie de flux les cellules qui circulent dans le sang, les cellules du système immunitaire. On peut les quantifier et évaluer leur fonction. Est-ce qu'elles marchent bien, est-ce qu'elles marchent trop, est-ce qu'elles ne marchent pas assez. On a ça à disposition dans les laboratoires de routine. Bien sûr, tous les tests ne se font pas en routine, mais c'est quelque chose qui devient de plus en plus démocratisé dans le monde occidental. Alors voilà, je ne vais pas vous faire un catalogue des 800 ou 1000 papiers immunologiques, j'ai fait une sélection des plus récents, et aussi pour pointer certains points, notamment méthodologiques. Dans ce papier, on s'est attaché à regarder les lymphocytes circulants de patients qui avaient un syndrome de fatigue chronique. Ils sont en gris par rapport à des contrôles appareillés qui sont en blanc. Regardez la première ligne, ces chapeaux statistiques ne sont pas très différents. Donc il y a à peu près le même nombre de lymphocytes chez des patients que chez des contrôles sains. Donc rien à voir de particulier, mais si on descend dans le détail des populations lymphocytaires, on commence à avoir quelques petites différences éventuellement pour certains types de lymphocytes. Les lymphocytes CD4, les lymphocytes CD8, les lymphocytes qu'on appelle les lymphocytes T-régulateurs, qui régulent le trop-plein d'immunité et qui empêchent les maladies auto-immunes. Donc il y a peut-être des choses à voir, mais quand on va regarder plus finement. Maintenant, le nombre de cellules, clairement, c'est une information qui n'est absolument pas suffisante, il faut regarder la fonction. Alors, un second papier intéressant qui a regardé la fonction de certains lymphocytes, les lymphocytes qu'on appelle les lymphocytes natural killer et les lymphocytes qu'on appelle les lymphocytes CD8 positifs. Si vous regardez pour les natural killers, on s'est attaché à regarder ce que produisaient ces cellules. Ces cellules, elles produisent, dans des petits granules qu'elles contiennent, des éléments toxiques, un peu comme du détergent, qu'elles vont relâcher sur une cellule infectée par exemple.
C'est comme ça qu'elle fonctionne. Mais on s'est aperçu que certains de ces marqueurs, vous voyez en noir, c'est les patients et en blanc les témoins, et ben, sont diminués en production. Paradoxalement, un de ces marqueurs qui contient dans ces granules est surexprimé. Donc dans ce papier-là, je peux vous dire dans la discussion, moi ça me paraît en tant qu'immunologiste impossible à réconcilier, c'est-à-dire que vous avez deux marqueurs qui sont dans ces granules, que le lymphocyte natural killer est censé utiliser contre des infections, il y en a un qui est élevé et un qui est bas. Ça n'a aucun sens biologique. Donc on peut se poser une question sur les petits effectifs, on en a parlé tout à l'heure, il y a probablement quand on fait des analyses de plusieurs paramètres, certaines positivités ou négativités qui sont liées au hasard statistique. Et donc c'est extrêmement important de reproduire chaque expérience, sinon on peut conclure tout et son contraire, y compris dans la même expérimentation. Alors un papier extrêmement intéressant, et c'est très peu fait, une analyse longitudinale. Vous voyez en bas T1, T2, T3, T1 c'est au début, T2 c'est à 6 mois d'évolution, et T3 c'est 1 an d'évolution. Les mêmes patients ont été suivis dans le temps. On a très peu d'études immunologiques qui font ça, et c'est extrêmement important. On peut même se demander, ça a été posé comme question, qu'est-ce qui se passe finalement entre le premier mois et le 6e mois? Si on faisait ça de façon journalière, plusieurs fois dans la même journée, qu'est-ce qu'on verrait comme variation? Mais ça demande des logistiques extrêmement complexes. En tout cas, dans ce papier, on voit que ces fameux natural killers, c'est toujours en foncé, sont diminués dès le début et que c'est quelque chose d'assez constant. Ça c'est important, parce que ça veut dire qu'on n'est pas sur un simple point d'analyse où on pourrait tomber dans au mauvais moment de la vague. On regarde de l'autre côté la fabrication d'une protéine qui s'appelle l'interféron gamma, quelque chose qui nous défend contre les infections virales et qui est produit par ces natural killers, Là, on a des variations, vous voyez, qui sont beaucoup plus disparates, avec une augmentation peut-être au début, et puis finalement, quand on regarde dans les points ultérieurs, on ne retrouve plus cette augmentation. Et je vous mets en petit la donnée du papier précédent, qui montre en fait le résultat inverse. Pour l'interféron gamma, c'était diminué dans ce papier, alors que c'est un peu augmenté, mais pas de façon constante dans l'autre. Vous voyez, entre deux papiers, deux équipes qui sont très sérieuses, peut-être des petits échantillons, on peut arriver peut-être à tout et son contraire en termes de résultats. Ça pose un vrai problème. Alors ça, c'est un papier que je n'ai pas choisi à visée polémique, mais c'est un papier extrêmement important. Pour savoir si le lymphocyte B fonctionne chez un patient, le meilleur test, c'est pas de regarder le nombre de lymphocytes B, c'est de voir ce qu'il va produire comme anticorps protecteur, par exemple dans une simulation vaccinale. C'est un des meilleurs tests qu'on utilise en pédiatrie ou même à l'âge adulte, pour savoir si le patient a une bonne immunité, est-ce qu'il développe des anticorps quand on le vaccine. Donc on ne le fait pas en routine, mais on peut le faire chez certains patients. On va doser les anticorps contre différentes souches de grippe 3 semaines après la vaccination. Et là, on a une information importante, les patients syndrome-fatigue chronique développent le même taux d'auto-anticorps protecteur après le vaccin de la grippe que les contrôles. Donc, si on devait vacciner ces patients contre la grippe parce que c'était indiqué, probablement qu'on peut le faire, on n'a pas de données de sécurité de ce côté-là, mais surtout, il y a une efficacité qu'on peut attendre qui va être similaire à la population générale, et lymphocytes B de ces patients ont l'air de bien fonctionner. Alors ça m'intéresse beaucoup plus. Vous avez vu qu'on a pris des parcelles de l'immunité, un peu les lymphocytes B, lymphocytes T, enfin on peut aller comme ça à l'infini dans les papiers, je ne les cite pas tous. Il y a une autre façon de voir le système immunitaire qu'on appelle la biologie des systèmes. On prend quelques gouttes de sang et on regarde comment sont exprimés 25 000 marqueurs. Pas un, pas deux, pas 10, 25 000. C'est-à-dire l'ensemble des gènes qui va exprimer plus ou moins fort un signal de production jusqu'à la protéine. On peut faire ça grâce à des technologies dont le prix a énormément baissé. Et à l'époque, un des premiers papiers d'ensemble de fatigue chronique en 2008 n'avait malheureusement été fait que sur 25 patients. Le problème de cette approche, c'est que vous imaginez au niveau statistique, vous avez 25 sujets et vous générez pour ces 25 patients 25 000 données statistiques. Imaginez en termes de statistiques le risque qu'il y ait des faux positifs et qu'on puisse faire. Donc, ces approches sont extraordinaires au niveau de la biologie, mais il faut des grosses cohortes, énormément de précautions sur le contrôle et surtout il faut les reproduire dans des cohortes indépendantes, ce qui n'est quasiment jamais fait, puisque c'est compliqué et extrêmement cher de générer ça pour l'instant. Mais intéressant, dans les gènes d'intérêt, on retrouve un grand nombre de gènes qui sont des gènes liés au système immunitaire. Alors, la publication de l'année, qui est venue juste après celle des nouveaux critères de l'Institut de médecine, et qui a fait beaucoup de bruit, c'est celle-là. Elle a été publiée dans Science Advances. C'est important parce que Science, c'est un des graals de tous les chercheurs. Vous savez que c'est un magazine, mais c'est une revue médicale de très 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 haut niveau. Donc quand un chercheur publie dans Science, il est sûr qu'il peut prendre sa retraite et qu'il n'aura aucun problème de financement pour ses futures recherches. C'est vraiment le témoin que la recherche qu'il a portée était d'une valeur extraordinaire. Science Advances, ça n'a rien à voir. C'est un dérivé de la revue, un journal en open access pour lequel les auteurs, ça arrive de plus en plus, doivent payer de l'argent pour que leurs papiers soient publiés. Ça ne veut pas dire que les papiers ne sont pas revus par des pairs, attention, mais c'est un process de publication qui est un petit peu différent. Cette revue-là prend 3 fois plus cher que les autres revues, mais ce n'est pas le débat du jour. Ce que je veux juste vous dire, c'est qu'il y a eu beaucoup de relais, alors que la publication n'est toujours pas indexée dans les moteurs de recherche. Elle a été relayée immédiatement par la presse anglo-saxonne et la presse française, Figaro ou autre journal, parce que ce papier a fait du bruit, a fait le buzz médiatique. Et comme par hasard, c'était le premier numéro de cette revue qui a probablement effectivement sélectionné des
petit peu polémique. Si on oublie ça, ce que je veux juste vous dire, c'est que le poids de ce papier, c'est beaucoup de patients. Regardez, 300 patients. C'est 2 cohortes importantes qui avaient été créées aux États-Unis, qui ont été remoulinées. On a repris le sang des patients qu'on avait mis de côté. Très important d'avoir ces fameuses cohortes avec des biobanques adossées, ce qu'on a eu mal à faire en France. Ça coûte de l'argent, mais c'est extrêmement important pour la recherche relationnelle. Et cette force, elle est là. Par contre, je vous le fais très court, aucune différence sur ce qui a été testé. 50 paramètres ont été testés, aucune différence notable entre les patients et les témoins sains. Alors, comment publier un papier négatif? Une des astuces qui a été utilisée là, prendre un sous-groupe de ces patients, 50 patients qui ont été sélectionnés parce qu'en fait, ils étaient dans les 3 premières années de la maladie. Mais ce cut-off à 3 ans n'est absolument pas justifiable et justifié par les auteurs. Probablement, c'était un cut-off qui a pu être déterminé a posteriori, donc c'est extrêmement difficile. Et une petite donnée, vous voyez que les échantillons ont été pris à des saisons différentes. Je vous le donne en mille. Ce sous-groupe de patients était plus prélevé pendant les mois d'hiver. Ce qui veut dire qu'on peut imaginer, quand même, en période d'épidémie grippale, comme on a connu en France avec le bug sur le vaccin de cette année, on ait des modifications immunitaires liées, parce que là c'était juste un point d'analyse des pathologies longitudinales, liées à des infections intercalaires. Donc ça pose vraiment problème sur ce qu'on va dire ensuite. Et ensuite, je ne vous montre pas l'ensemble des données, mais vous voyez l'ensemble de ces données sur une cinquantaine de paramètres. On retrouve ce fameux interféron gamma, dont je vous ai parlé tout à l'heure à plusieurs reprises. Est-ce qu'il est élevé, est-ce qu'il est bas? Eh bien, il est un peu élevé chez les patients qui sont dans les 3 ans. Il est un peu bas chez les patients qui sont après la période des 3 ans. Et finalement, il n'est même pas différent, si vous voulez, entre les patients contrôle et les patients qui ont la maladie dans les 3 ans, alors qu'on avait exactement le résultat inverse dans les publications antérieures. Donc ça pose ce problème, c'est que sur ce, là je montre un paramètre pour vous montrer dans la littérature, il y a 4 ou 5 papiers qui disent tout et son contraire, et dont la méthodologie est complètement critiquable. Ce qui veut dire qu'on n'a pas du tout tiré en science dans ce domaine-là les leçons de ce virus dont vous avez peut-être entendu parler, le XMRV, qui est un virus qui avait fait énormément de bruit dans la fameuse revue Science, la vraie revue. C'est-à-dire qu'il y a 4-5 ans, il y a eu une polémique incroyable puisque des chercheurs avaient montré que les patients qui avaient un syndrome de fatigue chronique avaient plus ce virus murin, dont on n'avait jamais trop parlé avant, que la population générale. Donc ça, c'était une piste incroyable parce que quand on parle d'immunologie, on parle souvent de microbes. Rétraction du papier, aucune cohorte dans le monde n'a pu répliquer les données, et on s'est aperçu secondairement que c'était une contamination de laboratoire. Les auteurs ont retiré le papier partiellement, puis complètement, et ont été, je pense, grillés pour une partie de leur publication. Mais on n'a pas toujours tenu de tirer les leçons de ça. Vous voyez que 5 ans plus tard, on reproduit des papiers qui sont méthodologiquement vraiment critiquables. Donc, les points clés dans les papiers que je vous ai montrés et ceux que je ne vous ai pas montrés, c'est que les groupes contrôles ne sont jamais très importants et très bien sélectionnés. Notamment au moment le timing de l'échantillonnage par rapport aux saisons, par exemple. La deuxième chose, c'est qu'on a très peu de données longitudinales, et c'est compliqué à mettre en place. Les données ne sont quasiment jamais reproduites par les autres équipes indépendantes. Les statistiques ne sont pas adaptées à des analyses sur des grands nombres de paramètres. Et ça, c'est vraiment un point clé. Et enfin, souvent, on n'a pas de sens biologique. Vous avez vu 2 paramètres qui devraient aller dans le même sens, dans le sens opposé, qui montrent bien que le hasard est pour quelque chose. Donc, voilà, c'est la question que je disais tout à l'heure. Globalement, on a des patients, on voit des choses, ça c'est clair qu'on peut les voir, on a les moyens de les voir. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui vient expliquer les choses, ou est-ce que c'est juste une conséquence? Alors, il y a 3 façons pour moi de répondre à la question. La première patiente, c'est ce qui a été évoqué ce matin. C'est-à-dire d'avoir la chance de voir ce qui se passe chez ces patients avant qu'ils fassent la maladie. Est-ce qu'on peut faire ça? En vrai, les Américains, ils peuvent faire ça. Ils ont fait ça pour le lupus. C'est hyper important. Quand vous voulez vacciner un patient qui a le lupus en 2015, nous, on leur montre cette diapositive, traduite en français. Cette diapositive, elle montre que quand on a suivi des personnes qui étaient, entre guillemets, pas pathologiques, des infirmières par exemple, on n'en suit pas 10, on en suit 30 000 par exemple, dès qu'elles sont embauchées dans un hôpital, et chaque année on met dans les congélateurs un tube de sang. Le jour où 300 de ces infirmières, au bout de quelques années, vont faire un lupus, on revient dans les congélateurs, même si les patientes avaient eu une vaccination contre l'hépatite B 15 jours avant le diagnostic. C'est bien que pour la patiente, c'est le vaccin, la maladie. On pouvait doser les anticorps et on s'apercevait que pour une partie d'entre elles, les anticorps du lupus avaient commencé à être fabriqués par le corps 10 ans auparavant. Pour nous, c'est la meilleure preuve à l'échelon collectif que la maladie commence à être un état préclinique biologique, le dérèglement se fait, et puis il y a un événement intercurrent comme un vaccin, mais aussi comme une infection ou un stress psychologique qui peut ensuite allumer la maladie au sens clinique. Bien sûr, on aimerait avoir ça pour les patients pour pouvoir leur montrer que les anticorps étaient présents avant, parce que ça nous aimerait les convaincre de se faire vacciner quand les vaccins sont indiqués. Est-ce qu'on peut faire ça au niveau du syndrome de fatigue chronique? En théorie, oui, mais ça demanderait un échantillonnage extrêmement important, et là par contre, c'est des sommes d'argent considérables. Donc peu probable qu'on arrive à le faire. Deuxième chose, deuxième solution, alors là carrément on va de l'autre côté, on va donner un traitement immunologique aux patients, on voit si ça améliore. Alors la cortisone, ça a été essayé, mais vous savez que la cortisone, elle est aussi une hormone, donc c'est compliqué de savoir quels sont ses effets, et puis elle n'a jamais donné vraiment grand chose. Les immunoglobulines
immunosuppresseurs, c'est plein d'effets secondaires, donc c'est difficile d'aller là-dessus. On a maintenant des thérapies ciblées. Le best-seller du laboratoire Roche, c'est le rituximab, qui vient enlever du corps temporairement pendant 6 à 12 mois les lymphocytes B. Alors, je vous ai montré tout à l'heure, les lymphocytes B ils ont un peu fonctionné, donc il n'y avait pas de rationnel pour faire ça, mais à l'époque, probablement, le produit était donné par le laboratoire. Donc, ils ont essayé 15 patients. Malheureusement, l'étude est négative. Vous voyez, à 3 mois, c'est là où les courbes se séparent, aucun effet. Ensuite, on a un effet monstrueux, mais qui finalement arrive vraiment des mois après. Donc, difficile de l'expliquer biologiquement par rapport à ce qu'on connaît du médicament. Cette étude-là n'a jamais été reproduite, mais effectivement, c'est un argument éventuel pour dire qu'en touchant l'immunité, il s'est passé quelque chose. Alors, est-ce que des patients étaient au courant du résultat de quel produit ils avaient reçu quand on finissait l'étude à 3 mois? Est-ce que c'est ça qui, secondairement, ça a effet placebo ou pas, a déclenché ces améliorations sur les scores de fatigue? On ne peut pas le savoir. En tout cas, c'est une approche, mais elle est difficile parce que quand même, ces médicaments ont des effets secondaires. Alors, la troisième approche, c'est les concepts d'immunologie. Le soi et le non-soi, c'est très bien, mais ça a beaucoup de limites. Par exemple, on a tous des bactéries dans le tube digestif qui nous aident à digérer. Ces bactéries, c'est du non-soi. Elles ne nous attaquent pas et on ne les attaque pas. Le système immunitaire les respecte parce qu'elles sont utiles à l'organisme. D'accord ? Un vaccin a besoin d'un adjuvant dans certains cas. Pourquoi ? Un vaccin, pourtant, c'est un morceau de bactéries dans le corps étranger. Pourquoi certains vaccins ont besoin d'un adjuvant ? C'est parce que le système immunitaire ne les perçoit pas comme un danger en tant que tel. Ils sont trop atténués éventuellement. Donc on a utilisé des adjuvants, en fait, pour dire à l'organisme, voilà, il y a quelque chose qui arrive qui est étranger, ça ne te suffit pas pour faire des anticorps protecteurs, on va te donner à côté ce qu'on appelle en immunologie un signal de danger. Donc en fait, la théorie de cette dame qui s'appelle Polly Metzinger, qui est une immunologiste brillante, c'est de dire en fait, le système immunitaire ne réagit pas contre le non-soi pour protéger le soi, en fait il va réagir dès qu'il voit un danger pour l'organisme. Ce danger peut même venir d'organes internes, sans auto-immunité, ça veut dire que par exemple on peut imaginer qu'un muscle qui présente un stress, ou n'importe quel tissu, va pouvoir générer une inflammation pour se réparer, se protéger de ce stress, même si c'est un stress qui ne dépend pas d'un microbe ou qui ne dépend pas d'une auto-immunité. Et cette théorie est appliquée, et ce qui est intéressant, c'est que c'est d'abord quelque chose qui a été réfléchi par cette personne au niveau mental, et ça a été ensuite prouvé par les autres détracteurs de cette théorie, y compris des hommes, qui du coup ont dû ravaler leur ce que vous voulez. Donc, pourquoi s'intéresser à l'exercice? Parce qu'il y a ces nouveaux critères, et aussi parce que c'est un des critères intéressants de voir ces épuisements qu'on a après l'effort. Donc, sans vous faire, ça pourrait être un topo vraiment très long, il y a énormément de liens entre, ça a été dit par M. de Corvin, entre l'exercice physique, la neuroimmunologie, et donc on sait très bien, il y a énormément d'expérimentations chez Manuel et chez l'homme qui montrent l'influence de l'exercice sur le système immunitaire. Moi, comme ça m'intéresse énormément, j'ai regardé cette approche, vous savez, cette approche systémique, c'est-à-dire où on va regarder tous les gènes de l'organisme au niveau du sang circulant. Il y a des équipes qui ont regardé ça chez des marathoniens, des commandos, des gens qui faisaient des épreuves sur tapis de marche. Les modifications qu'on voit sont majeures des fois après certains efforts qui durent seulement quelques heures. Je vais juste vous montrer ici, à titre d'exemple, c'est des données non publiées, des datas qui ont été extraites de patients qui sont des commandos, donc c'est des gars en extrêmement bonne santé physique, vous imaginez. C'est des commandos australiens qui sont en période d'exercice. Ce que vous voyez au milieu et ce que vous voyez là sur la droite, c'est comment leurs gènes vont s'exprimer vers le haut en rouge ou vers le bas en bleu, d'accord, par rapport à leur état de base. Donc on les prend au repos, on leur fait courir entre 5 et 10 km avec le matériel, vous imaginez le genre d'entraînement, mais ils sont très habitués à ça. Et on fait une prise de sang après cet effort, et puis on les met dans des conditions de champ de bataille, c'est-à-dire 5 jours avec déprivation de sommeil, stress, stratégie, etc. On exclut bien sûr les patients qui ont porté des infections sur le champ de bataille. Et vous voyez à quel point le système immunitaire est modifié. Tous les points rouges, c'est des groupes de dizaines ou de centaines de gènes qui sont augmentés en expression, les points bleus qui sont diminués. Donc le système immunitaire est complètement chamboulé chez des patients qui sont pourtant extrêmement bien entraînés, d'accord, uniquement par ce stress physique. Et également le stress éventuellement psychique. Et là, ce que vous avez dans le tableau d'à côté, c'est quand on regarde la signification biologique de ces gènes, eh bien, je vous le fais rapidement, mais on retombe quand même sur des lymphocytes naturels killers qui sont extrêmement diminués, notamment après 5 jours de déprivation de sommeil et d'activité physique. Et on retrouve une diminution aussi de l'interféron gamma dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour les exercices courts, par les exercices humains. Donc, le système immunitaire est clairement impacté par l'exercice. Ça a donné des idées à des chercheurs qui se sont dit la chose suivante, peut-être qu'en soumettant à l'exercice ces patients en de fatigue chronique, alors qu'à l'état de repos, je ne vois rien au niveau immunologique, je vais magnifier les différences. Alors ça, malheureusement, c'est un papier négatif. Pourquoi je l'ai mis? C'est parce que c'est un des rares qui a été fait correctement, et c'était aussi pour vous montrer qu'avec deux techniques qui dosaient les mêmes cytokines, qui sont des protéines de l'inflammation, on avait des résultats différents. Encore une fois,
fort, on a extrêmement de moyens à notre disposition, mais il faut aussi connaître les limites de ces dosages, qui sont effectivement variables selon le kit qu'on utilise en biologie. Et on a ce papier extraordinaire qui a repris l'ensemble de la littérature sur ces expérimentations qui ont été menées au niveau immunitaire avec le patient au repos et le patient après un certain effort. Voilà la conclusion. On voit des choses, comme ce que je vous ai montré ce matin, mais en fait, la conclusion des auteurs, c'est qu'il y a énormément de biais méthodologiques. On ne peut quasiment rien en conclure, et vous voyez, on retombe sur les mêmes choses. On ne doit pas pouler des données qui ont été faites chez l'homme et chez la femme sans s'assurer que les contrôles aient le même sexe, etc., etc., etc. Donc, difficile de vous faire une conclusion formelle. Donc, en conclusion, il y a des perturbations du système immunitaire dans la sorte de fatigue chronique, c'est juste indéniable, quelle que soit la technique qu'on utilise au niveau immunologique, et presque finalement, quel que soit le compartiment de l'immunité qu'on regarde. Les résultats, malheureusement, ils sont souvent contraires et souvent non reproductibles entre les équipes. Il y a des nombreux biais, on vient de le dire. Alors que c'est une maladie qui a une épidémiologie phénoménale par rapport aux maladies rares qu'on connaît, bosser dans le lupus, c'est extrêmement complexe. Il n'y a que 27 000 patients en France. On ne comprend pas pourquoi les études ne comprennent pas plus de patients. Sauf peut-être la dernière que je vous ai montrée, 300 patients, mais malheureusement, peut-être un peu mal exploité. Donc en 2015, il n'y a pas de preuve de causalité entre ce qu'on a vu au niveau immunologique et la genèse de cette maladie syndrome de fatigue chronique. Alors, je pense, mais ce n'est pas juste mon avis, qu'il faut utiliser de nouvelles techniques qu'on a pour monitorer le système immunitaire, exactement comme les imageurs ce matin vont faire des PET scanners cérébraux, des IRM, etc. Il faut proposer tout ça aux patients dans le cadre de protocoles de recherche sur des cohortes qui soient les plus importantes possibles, les mieux documentées possibles au niveau clinique également. Et puis, il faut utiliser ces biomarqueurs éventuellement. Peut-être que ces anomalies ne seront pas la cause de la maladie, mais elles peuvent être utilisées si elles sont validées uniquement si elles sont aux médecins pour stratifier les patients. Parce que ce qu'on voit en fait dans les cohortes, c'est qu'en fait souvent un groupe de patients a un certain nombre d'anomalies, alors qu'un autre groupe en a une autre ou pas du tout. Et ça peut nous aider si secondairement on caractérise les patients comme ça. Il faut une méthodologie qui est robuste, et donc il faut probablement bien faire attention à ce qui se passe avant et après l'exercice, et faire attention quand même à ces nouveaux critères, de la même façon qu'il ne faut pas exclure les patients, peut-être même de la recherche, il faut quand même garder les anciens critères dans un premier temps, pour pouvoir secondairement, même dans 3 à 5 ans, avoir aussi des données immunologiques avec les 2 sets de critères, et pour éviter de se mordre un petit peu la queue, en repartant à zéro quand même, alors qu'on a quand même déjà accumulé pas mal de données. Je vous remercie.